bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Grand Angle. Au menu de ce soir, une exclusivité. Je vous emmène sur notre ligne de défense qui protège nos frontières au Sahara marocain. C'est la première fois qu'une équipe de télévision est autorisée à filmer le mur de sécurité destiné à contrer toute menace, trafic ou immigration illégale. Érigée au début des années 80 et longue de plus de 2500 km, cette ligne de défense fortifiée est gardée 24 heures sur 24 par les soldats de nos forces armées royales. C'est au sous-secteur d'El Fersiya que nous les avons rencontrés, dans la région de Ouaddra, au sud-ouest de Zag. Pendant plusieurs jours, nous avons partagé leur quotidien, escorté leurs patrouilles et suivi leur mission de surveillance des frontières sud du royaume. Une mission ponctuée par des exercices d'artillerie, des tirs de précision et d'activités physiques pour entretenir la forme et le moral. Car malgré les conditions climatiques difficiles, les soldats ne baissent jamais la garde, de jour comme de nuit. En compagnie du caporal Mohamed Belhaj, tireur de mitrailleuses lourdes, et du capitaine Aziz Zaki, chef des services techniques et logistiques, nous vous proposons de découvrir la vie de nos soldats sur la ligne de défense. Une vie dédiée à la défense de la patrie et de son territoire. Allez, sans plus attendre, je vous laisse découvrir ce reportage de Adil Boukhima, Abdelrahman Hamim Mouhicham Ajbli, Souad Rabi et Khalid Rachid. المهم هو أن المراقبة كتبقى 24 ساعة على 24 ساعة. Tout ce système s'érige comme un rempart pour s'opposer à toute menace et à tout trafic de tout genre. المهمة الرئيسية اللي كيقوم بها الفوج وهي التدخل السريع والإغاثة لصالح الوحدات المتمركزة على طول الحزام الأمني. هذا نوع اخر ديال السيارات اللي كنقوموا حنا هنا بالموديفيكاسيون ديالو باش يكون ملائم للمهام اللي كنقوموا بها في الحزام الامني. On programme des exercices de tir fictifs, de jour comme de nuit, d'une manière inopinée. Feu! Capitaine, la compagnie reste à l'appel. أفضل ضرب كابتن. حطوا سلاح. راحة. فبالنسبة للبروغرام ديال اليوم غادي نوزعوا الحصص على حساب لي زيكيب. لا تجدون شاف سلم له. حاضر مو كابتن. Un matin ordinaire pour le capitaine Driss Matlaoui et ses hommes. La journée commence par la répartition des militaires sur les différents ateliers. Entre travaux d'entretien de la ligne de défense, séances d'instruction théorique en salle d'études ou de simulation, et l'entretien de l'armement et du matériel, le capitaine peut compter sur ses gradés pour encadrer ses travaux. Nous sommes sur la ligne de défense, relevant du sous-secteur El Fersiya, dans la zone sud. Le caporal Mohamed Belhaj est chargé ce matin-là de la mission d'observation. Depuis son poste de garde surplombant la zone non sécurisée, le soldat doit scruter en permanence chaque recoin du territoire dont il a la charge. المهمة ديالي دابا حاليا أنا في الحراسة اللي كنحرس واحد القطاع اللي كيبدا من لاكوش كيبدا في أوسكار 1 كيسالي في أوسكار 4 لحقاش التيران عندنا مقسم وشي كيشد على شي في التيران باش كنراقبوا التيران كامل. هذه هي المهمة ديالي وأي حاجة بانت لي انورمال في التيران كنرونديها للمسؤولين ديالي وسير بلاص. عندي لا سلكي وعندي لا جوميل باش كنراقب التيران وكنروندي هذاك الشيء سير بلاص. بالنسبة للبرنامج كيختلف، بعض المرات تشد الصباح، بعض المرات تشد عشية، بعض المرات تشد بالليل. المهم هو أن المراقبة كتبقى 24 ساعة على 24 ساعة. Nous retrouvons quelques heures plus tard Mohamed Belhaj. Aussitôt la garde terminée, le caporal rejoint le groupe chargé de l'entretien des armes comme celle-ci.
une mitrailleuse lourde. هذا النوع ديال السلاح هو الرشاش المزدوج الفوهة 14.5 ملم، ويستعمل ضد الأهداف البرية والأهداف الجوية ذات العلوم منخفض، وغالبا ما يحمل فوق عربة وفي بعض الأحيان يجر. سبيسياليتي ديالي هي في هذا السلاح هذا اللي هو الرشاش المزدوج الفوهة 14.5 ملم اللي تلقيت التكوين ديالو في قصبة تادلة، سونتر دانستركسيون قصبة تادلة، اللي كان وقت كافي اللي كتعلم فيه التركيب، التفكيك، الصيانة، الاستعمال، كل ما كيخص هذا السلاح هذا. Tireur réputé, le caporal Mohamed Belhaj bichonne son arme. Toutes les composantes, même les plus petits, sont retirées et soigneusement nettoyées. Ici, le sable et les conditions climatiques peuvent être fatales pour une arme. حنا دابا كنتواجدوا في لاسيونس ديال الصيانة لهذا السلاح ديالنا اللي كنديروها باستمرار على حساب الجو، نقدروا نديروها على يومين، نقدروا نديروها المهم باستمرار، ومن أجل أن السلاح ديالنا يكون موجود للاستعمال. Ce point d'appui relève de la zone de compétence du sous-secteur de Fersia, sous le commandement de cet homme, le colonel-major Mohamed Louizi. كابيتان معطلاوي إدريس ميدوفوام كول ماجور. كي داير الحال العامة عندكم دابا؟ الحمد لله المورال مزيان، كلشي مزيان في الموجود. المورال دي ميليتير très bien. Le souci permanent du commandant du sous-secteur est la préservation de l'opérationnalité de la ligne de défense dans sa zone de compétence. Il faut savoir que la première phase du dispositif de défense de l'intégrité territoriale du royaume commence à partir du point d'appui. On est au sous-secteur Farsia qui fait partie du secteur Wadra qui se trouve à une distance de 110 km au sud-ouest de la localité Zag. Actuellement, on est sur la ligne de défense comme vous le voyez devant vous. Cette ligne fait partie d'un ensemble, d'un système défensif comprenant plusieurs unités. Il y a les unités statiques qui sont déployées sur cette ligne, les unités d'intervention, les unités de soutien et d'appui, ainsi que le système de guet et de surveillance. Tous ces systèmes s'érigent comme un rempart pour s'opposer à toute menace et à tout trafic de tout genre dans la zone non sécurisée. Cette œuvre grandiose née de la volonté de Feu Sa Majesté Hassan II a complètement changé la donne sur le terrain. Face aux difficultés inhérentes au contrôle d'un vaste espace désertique, elle a permis de limiter la liberté d'action de l'ennemi. Formé d'un chapelet de points d'appui, de sonnettes et de postes d'observation, ce mur interdit tout franchissement aussi bien aux piétons qu'aux véhicules. La ligne de défense a été édifiée en 6 étapes, entre 1980 et 1987, avant de connaître 2 extensions. La première au niveau de Gergeret après l'intervention des forces armées royales, le 13 novembre 2020, pour rétablir la libre circulation sur cette route. La deuxième a été opérée en mars 2021 au niveau de Tuizgi. Aujourd'hui, ce mur qui s'étend sur 2500 km a permis au territoire du Sud de vivre en totale quiétude et de connaître un véritable essor grâce au sacrifice et à l'engagement des forces armées royales. À quelques encablures de la ligne de défense, nous rencontrons le commandant Tariq Amqdouf. النهار عندنا واحد لا ميسيون دو باتروي دو روتين، دونك الناس ديالك يكونوا واجدين يديو معاهم حتى الماكله ديالهم والمونيسيون ديالهم، ربما يقدر كاع تجلسوا النهار تمايا. دونك اون فوا تكونوا نعطيكم واحد الساعه وجدوا فيها المسائل ديالكم، اون فوا ديروا الديبار علمني، اون فوا تكونوا سوغ لي ليو عاوتاني علمني. لا سي بور اكزيكسيون. المهمة الرئيسية اللي كيقوم بها الفوج وهي التدخل السريع والإغاثة لصالح الوحدات المتمركزة على طول الحزام الأمني، وذلك من أجل رد أو صد أي خطر يهدد الوحدة الترابية. كاينين مهام أخرى اللي كنقوموا بها، ومن بينها التصدي لظاهرة التهريب والهجرة السرية، وكذلك المشاركة في جميع مختلف التجريدات للقوات المسلحة الملكية تحت لواء الأمم المتحدة لحفظ السلام. ومن بين الأنشطة اليومية اللي كيقوم بها الجنود داخل الوحدة وهي عمليات تمشيط، كنقولوا لهم دي باتروي دو راتيساج، عمليات تمشيط للمنطقة تابعة لنفوذ الفوج، وكذلك دي باتروي دو روتين سوا بالليل سوا بالنهار.
لما 2 لما 3 دو لما 1 غاردي لي ديستونس ديالكم. روسي. المهمة ديال الدورية ديالنا هي تمشيط ومراقبة لا زون دو ريسبونسابيليتي، باش لا لقينا شي حاجة مشبوهة كنرونديو كونت للمسؤول ونتسناو الأوامر. بالنسبة للمدة الزمنية ديال الدورية ديالنا فهي كتختلف على حسب نوعيات المهمة. Ce dispositif s'appuie aussi sur un système de surveillance ultra moderne. Le bataillon d'infanterie motorisée peut compter sur le précieux soutien du capitaine Aziz Zeki, le chef des services techniques et logistiques. Une unité qui a la charge d'assurer l'appui logistique de son bataillon en termes de ravitaillement, réparation et maintien en condition du matériel. Ici, les délais d'intervention pour la réparation constituent un enjeu majeur. Heureusement, le capitaine Zeki dispose d'une équipe formée et bien équipée. En plus des réparations, le capitaine Aziz Zeki et son équipe s'occupent de la modification des carrosseries des véhicules. الدور ديالنا حنايا هنايا في المصالح التقنيه ديال الوحده هو اننا كنقوموا واحد الموديفيكاسيون باش هاد الشاحنات هادو نرجعوهم ملائمين للتيران ديالنا حنايا. دونك الا بغيتو تشوفوا كيفاش كنقوموا بهذه العمليه تفضلوا معايا الجناح الخاص وغتشوفوا كلشي بعينكم ان شاء الله. Ces opérations concernent généralement l'installation des armements et le renforcement de la protection des servants. هاد السياره هذه هي مخصصه فقط للاسلحه من العيار الثقيل من نوع 23 ملم. هذا نوع اخر ديال السيارات اللي كنقوموا حنا هنا بالموديفيكاسيون ديالو باش يكون ملائم للمهام اللي كنقوموا بها في الحزام الامني. غير هذا كنثبتوا عليه واحد السلاح من نوع اخر اللي هو سلاح ثقيل مزدوج فوها، واللي مهم في هذه العمليه اننا كنثبتوا واحد البوكليي. دوك اللي كتشوفوا من جميع الجهات كنثبتوا واحد البوكلي باش كنحميو دوك لي سيرفون اللي جالسين فوق الفيكول. Nous retrouvons Aziz Zeki le soir chez lui. Le capitaine a troqué son treillis militaire contre un survêtement de sport. الوغ هذه الدار ديالي فين ساكن تقريبا صافي دابا واحد 3 سنين، هذا هو العام الثالث وانا ساكن هنا. دونك كما كتشوفوا هي يعني كتكون واحد صالون صغير، وعندي واحد صال ديال السبور هنايا، كاين الصاك ديال البوس، كاين شويه ديال لي زالتير، كاين شويه ديال الطابي، كنخدم شويه لي زابدو، كندير شويه ديال الميسكيلاسيون وخلاص، والشومبرا كلشي فين كان الناس والدوش. هادشي اللي كاين. ويعني في وقت الفراغ ديالي اما كنمارس رياضه المشي، تنقرا شويه، اولا بحال مثلا هكا كنديروا واحد ليكيب ديال الفوت بيناتنا مجموعين، كنلعبوا فوت مره باش كنساو ستريس الخدمه شويه. Loin de sa Meknès natale, Aziz Zeki, qui a bouclé ses 15 années de service dans la zone sud, ne peut passer une soirée sans parler avec les siens, surtout sa mère. هذا الوالده لاباس عليك؟ كي داير مع الصحانيه؟ كي دايرين مع الوقت؟ واحد صوفيا كي دايره لاباس عليها؟ الحمد لله، يعني مزيان الصحه بخير. Aziz Zeki a perdu son père, lui aussi militaire, lorsque sa mère était enceinte de lui. هو هبط في الديبيت السبعينات، وكان في الجلتا، وتعرضوا لشي ما عرفتش المهم اكزاكتومون شنو الاخر، في شي انسيدون في الجلتا قبل سيسي لو فو. دونك الوالده هي اللي كانت سهرات معايا. كان الجد ديالي ضحى بالنفس ديالو في الصحراء المغربيه، والاب ديالي كذلك، وتا انا مستعد باش نضحي بالذات ديالي بالنفس ديالي من اجل هذه الارض السعيده هذه.
Retour au point d'appui. L'heure du ravitaillement a sonné. Servir des milliers de soldats sur la ligne de défense est un véritable défi. Mais la machine est bien rodée. هاد المواد الغذائيه اللي ما كتضيعش اللي كتكون عندها تاريخ الصلاحيه كبير فهي كنتسلموها مره في الشهر مثلا كالزيت كالسكر كالفرماج هادو فهما كيكون عندهم مده طويله مده الصلاحيه ديالهم طويله اما بالنسبه للمواد الاخرى اللي كيحتاجوها الجنود هنايا كالخضار والفواكه واللحوم فهي كتجينا بطريقه دوائيه. Mohamed Belhaj, notre tireur de mitrailleuses lourdes, et ses collègues s'apprêtent à prendre leur ration. اليوم ان شاء الله نديرين طويجين بالدجاج كيف كتشوف قريب يطيب وكل نهار ورزقو مره طويجين بالدجاج مره قميله مره كوكوط وبالنسبه للعشره راه اللي ما عنده السيرفيس طالق راه كيجي كيوجد داكشي اللي قسم الله كل نهار ورزقو كاينه كل واحد واش مختص بحالي انا تقريبا طويجنات كعزاز عليا وكنقادهم بزاف. مبارك مختص في القميله عزيز عليه القميله. Frères d'armes et amis, Mohamed Belhaj et Mohamed Mbarak partagent cette habitation depuis 4 ans, dans le cadre du système de l'Ashra. Cette notion qui consiste à loger, manger et combattre avec le même groupe permet d'atténuer les incidences de l'environnement et surtout de se soutenir mutuellement. هضرنا السي اسلام ولا برزتنا ما هضرناش كيدور فينا كاع ايوا راه قريب تمشي عندنا ان شاء الله كلشي هذاك الشيء اللي كاين عافي ما يسولني بابا انت غادي تجي غنكون يلاه جيت البارح ايوا انت بنزال ما بغيتي تجمع راسك ودير وليدات قريب ان شاء الله ها قريب انا دفعت الوريقات ان شاء الله قريب كتينا بها محمد هذه مدة 4 سنوات باش جيت هون جبرته هو اللي استقبلني جبرت فيه الاخ الصديق العائلة ديالي الثانية جبرت فيه 4 سنوات دوزتها الحمد لله زينة وكيف خطاو ابائنا وجدودنا خطاو دافعوا عن الوطن والصحراء المغربية وحنا هذا واجب على العاتق ديالنا. Frères d'armes et amis, Mohamed Belhaj et Mohamed Mbarak partagent cette habitation depuis 4 ans. Un confort sommaire, mais suffisant. كما كتشوفوا دابا معايا هذا هو الشومبر ديالي اللي كيتسمى باللغه العاميه عند الجنود التشابوله. حنا بالنسبه لينا الجنود هنا معروف بالتشابوله. والخاصيه ديال هاد التشابوله كنحفروا ليها واحد شويه في الارض كيف ما كتشوفوا راه محفوره واحد شويه في الارض باش تبقى شاده البروده في الصيف لحقاش هنا درجه الحراره في الصحراء المغربيه راكم عارفين كيكون الجو سخون 45 في الصيف 43 44 هذه تقريبا راكم عارفين هذه تقريبا يوميا كتكون في الصيف شهر 7 وشهر 8 كيكون سخون هنا والعكس بالنسبه لفصل الشتاء في البرد كتكون سخونه حقاش تحت الارض وهذه كتشد السخونيه. Être soldat sur la ligne de défense est un défi au quotidien. Même dans des conditions climatiques extrêmes, le militaire ne doit jamais baisser la garde. Des exercices physiques, mais aussi tactiques. Mettez-vous en arc de cercle. Ce jour-là, une séance d'instruction sur les vérifications à faire avant, pendant et après le tir. Le tireur inspecte la chambre, كيقلب la chambre, كيفيريفي لا كان شي وسخ. Une séance de routine. Seulement les militaires ne savent pas que bientôt un exercice sera déclenché. Pendant ce temps-là, au point d'appui, le lieutenant Wissam Bouchkara, observateur d'artillerie, a détecté un objectif et s'apprête à donner son observation de tir. Sur Oscar Carte, par 2. Chef de Retirez vos postes. Une fois les coordonnées de l'objectif reçues, le capitaine déclenche l'alerte et transmet les mêmes coordonnées aux différents chefs de pièce de sa batterie. Pour toute la bravo, venez.
Même munition, même charge. 3, 2, 1, feu! Après quelques préparatifs, l'ordre de tir est donné. Entre la détection de l'objectif et le départ du coup, la riposte est quasi instantanée. Dans le cadre de la formation continue des militaires, on programme des exercices de tir fictifs, de jour comme de nuit, d'une manière inopinée, afin de rehausser le degré opérationnel de l'unité. Ma mission ici consiste à surveiller en permanence la zone de ma responsabilité et de rechercher, acquérir et identifier tous les objectifs justiciables à l'artillerie. Je suis aussi chargé de déclencher et mettre en place les tirs de ma batterie ainsi que ceux des batteries voisines. C'est-à-dire, je suis l'œil avancé de la batterie ici. Je communique les distances et les gisements des objectifs localisés avec précision à l'officier de tir de la batterie. Et au moment de tir, je dirige les impacts, c'est-à-dire je dirige les tirs. Dans toutes les unités, la transmission du savoir se fait de génération en génération. Un an de la retraite, le sergent Mohamed Liosfi, chef de pièce, prend en main les jeunes recrues comme Badr. أول مرة جيت لهنايا لقيت لي زونسيان تعلمت منهم بزاف د الحوايج منهم من لا بياس وبقيت خدام في لا بياس حتى وليت كندير شاف دو بياس وحسن لي الشرف كبير واعتزاز باش نخدم في هذا الحزام الامني وهذا المده اللي دوزت هنا غادي تبقى فيها الذكريات بزاف زوينه في هذا الميدان هذا ما عمري غننساها وهذا الشيء اللي تعلمته نحاول ما امكن ندوزو لا جونيس اللي مورانا اللي غنعلم منهم بزاف د الحوايج كيما علمونا لي زونسيان شحال هادي. En plus des exercices de simulation, les unités participent périodiquement à des exercices pratiques et manœuvres interarmées. À cela s'ajoutent bien entendu les exercices combinés avec des forces alliées, dont le plus important est l'African Lion. Retour au sous-secteur Fersia. Depuis quelques jours, l'infirmerie ne désemplit pas. C'est ici que nous retrouvons le capitaine Aziz Zeki. Il vient se faire administrer la 3e dose du vaccin contre la Covid-19. Capitaine Aziz Zeki. Ça va capitaine. مزيان ان شاء الله ديروا لا 3e دوز داكور فاش درتي لي 2 بروميير دوز ولي با دافي سكوندير ما درتيش حساسيه ولا شي حاجه دابا حاليا ما كيضرك لا راسك لا والو ما كتكحب ما كاين حتى شي حاجه ما كطلعش السخانه هاد اليامات ولا شي حاجه تحس براسك مزيان داكور تفضل معنا باش دير 3e دوز. On a commencé l'opération de vaccination contre le Covid-19 en ce qui concerne la 3e dose le lundi 11 octobre. On vaccine à peu près entre 300 et 500 militaires par jour. On a plusieurs équipes médicales qui sont déployées le long de la ligne de défense pour assurer notamment cette vaccination contre le Covid-19. L'importance de cette 3e dose, c'est tout simplement pour renforcer l'immunité naturelle contre ce virus et préserver le capital opérationnel de l'unité parce que comme vous le savez, le plus les militaires sont vaccinés, le moins de cas sévères de Covid on a. Parallèlement à l'opération de vaccination, le médecin capitaine Baha'eddin Ashraf Lazhar et son équipe doivent gérer les problèmes de santé des militaires. L'infirmerie dispose d'une capacité d'une 12aine de lits. Les cas nécessitant des interventions médicales spécialisées sont transférés vers l'hôpital militaire le plus proche, soit par voie aérienne ou routière, suivant le degré d'urgence. Ici, tout est calculé, rien n'est laissé au hasard. Objectif, préserver en permanence le niveau opérationnel du potentiel humain. Traitement ديالو دير لي بونداج الكوليزي داكور لي زونتي انفلاماتوار ديالو ونديرو لي ميزون اوبسيرفاسيون حتى كنشوفو التطور الحاله ديالو داكور il souffre d'une entorse de la cheville apparemment aujourd'hui rien de grave c'est une entorse bénigne on va prescrire un traitement antalgique bondage alcoolisé on va le mettre sous observation pendant quelques heures pour voir l'évolution de. Très bien, c'est des cas fréquents?
C'est assez fréquent, oui, c'est assez fréquent. Vu le terrain qui est un petit peu accidenté, c'est assez fréquent. Que ce soit en activité sportive ou voilà, c'est assez fréquent. Le lendemain, c'est sur un terrain de football que nous retrouvons cette fois-ci le capitaine Aziz Zaki. الحاجه الوحيده اللي ما تنقدش انا الراتب يعني في السيمانه كلها هو هذا الماتش ديال كره القدم بيننا وبين الفرقين اللي كاينين هنا. علاش كان واحد شويه ديال لومبيونس كنخرجوا فيه من الكادر ديال الطرافاي ديالنا، كنساو واحد الروتين ديال العمل. Ce jour-là, les deux équipes ont fait match nul. Mais l'essentiel est acquis. Une ambiance conviviale qui fait oublier aux soldats pendant quelques instants l'immense responsabilité dont ils ont la charge. Sécuriser nos frontières et honorer les sacrifices consentis par leurs prédécesseurs avec toujours la même devise: Dieu, la patrie, le roi. Je vous propose à présent une page d'histoire. Que reste-t-il de la Marche verte? Des souvenirs fantastiques rapportés par ceux qui y ont participé. Un acte politique majeur parce que pacifique et inédit. Pendant 2 mois, la communauté internationale habituée aux guerres sans fin de décolonisation n'en croit pas ses yeux. Un souverain qui lance un appel, son peuple qui lui répond, se lève et marche vers les lignes ennemies avec pour seule arme le fait de ne pas être armé. C'est en tout cas ce qu'en ont retenu 3 des centaines de journalistes venus du monde entier couvrir l'événement. Daniel Bilalian, à l'époque journaliste de la seconde chaîne française, François Ponchelet, grand reporter pour Europe 1, et Bruno Barbet, photographe vedette de l'agence Magnum, se souviennent et nous font revivre cet événement historique, rapporté à leurs téléspectateurs, auditeurs ou lecteurs. Une marche pas comme les autres. Tout de suite, la force des mots, un reportage de Reda Ben Jelloun, Yassine Ben Atiya, Amin Richet et Jalal Kamal. C'est à la fois grandiose et effrayant cette foule immense qui marche dans ce désert sans limite, cette multitude de drapeaux verts et rouges qui claquent dans le vent sablonneux, cette prière qui monte vers le ciel blanc de chaleur. Dieu est grand, notre lutte est juste, nous voulons notre Sahara, longue vie à notre roi. C'était quand même un événement qui concernait le Maroc, qui n'est pas un pays qui est uniquement lié avec l'Europe et la France en particulier. Hein. C'est un pays qui a une stature internationale. Le roi est quand même le commandeur des croyants, donc c'est un événement qui a eu un retentissement énorme. Et donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés aussi nombreux. Je ne sais pas combien il y avait de journalistes accrédités à ce moment-là, mais on était vraiment sûrement des centaines, certainement. Pour moi, ça dépassait l'événement journalistique. On retrouvait des gens de la banlieue de Casablanca en petits souliers pointus là, qui tournaient en rond dans la poussière, et puis des gens de Goulman ou du Rif qui eux étaient parfaitement adaptés au terrain, qui savaient tout de suite où faire un foyer pour pouvoir faire le pain, etc. Enfin, c'était étonnant de voir toutes les régions du Maroc réunies en un seul endroit. Des gens des villes, des campagnes, des montagnes. Ces colonnes comme ça. Je suis revenu de cet événement en me disant, alors ça va peut-être pas être un enseignement très politique, en me disant, c'était le premier gros événement que je couvrais, il faut au maximum, mon petit Daniel, que tu sois là où se passe l'histoire. Et je me suis rendu compte que il y avait un certain nombre de phénomènes historiques, comme les croisades, comme la résistance. On se dit, mais comment ça peut germer, comment ça peut prendre concrètement réalité? Et là, on arrive et un roi dit, eh bien, nous allons à pied libérer une partie du royaume, de notre territoire. Et puis petit à petit, les mots deviennent réalité. Les mots deviennent réalité. C'est-à-dire des mots, quelque chose qui est complètement virtuel, devient réalité sur le terrain. C'est ça que j'en ai retenu. Et je me suis dit qu'il y a une force des mots qui est extraordinaire.
Jour tranquille à Saint-Maurice, dans la proche banlieue de Paris. Loin des tumultes du monde, Bruno Barbet apporte les dernières touches à une exposition sur le Maroc. Ça, c'est dans le Rif. Zaouia de Moulay Idriss. Ça, c'est un déjeuner sur l'herbe à Moulay Ibrahim. C'est un lieu saint. J'aime bien les moussem, tout ce qui est moussem. C'est extrêmement encore très, très vivant. Ça, c'est à Rabat, au moment de la fête du trône. Baya, j'aime beaucoup ce nom, Baya. Le Maroc, il connaît bien, il y a vécu, il y a passé les 12 premières années de sa vie. Le Maroc, sa mémoire, ses couleurs, ces gens auxquels il a consacré 25 ans de sa vie, 25 ans de photographie. Ça, c'est pris aux confins du Sahara, près de la frontière mauritanienne. Âgé à peine de 25 ans, Bruno Barbet intègre l'agence Magnum aux côtés des Henri Cartier-Bresson, Marc Ribot et autres Abbès. Discret, pudique, presque avare en mots, il sillonnera la planète et préférera témoigner par son regard. Des obsèques de Nasser à la guerre du Golfe, en passant par le Vietnam, il est toujours aux avant-postes de l'actualité. Ça, c'est couvert la guerre du Vietnam, l'Irak, le Biafra. Enfin, c'est un appareil qui a beaucoup voyagé. Et il voyagera aussi au Maroc, bien évidemment. En 1975, il ne pouvait manquer d'accompagner les marcheurs. La marche verte, il l'immortalisera en une centaine de photos. À travers Time, Stern, Life ou Paris Match, ces photos, sans regard, feront le tour du monde. La marche verte a été couverte par des photographes, des caméramans, des hommes de radio. C'est amusant, 30 ans plus tard, on retrouve Abbas, qui lui aussi a couvert la marche verte. Ponchelet, que j'avais connu d'ailleurs pendant la guerre du Kippour à Damas. Le pas alerte, la soixantaine volontaire, les 12 kilos de son agra en bandoulière, François Ponchelet n'a rien perdu de son allure de grand reporter. C'est en 72 qu'il arrive la première fois rue François 1er à Paris, au siège d'Europe 1. En 12 ans passés dans cette maison, il arpentera le globe et couvrira tous les conflits. Créé en 1955, Europe fait valoir sa différence, détrône le service public et s'impose comme la radio d'information. Le flash, Gilles Schneider. La notoriété d'Europe 1 s'installe rapidement. Le secret, une écriture en images, le direct, et être à tout prix au cœur de l'événement. Les journalistes d'Europe sont sur tous les fronts, Ponchelet en tête. Il n'est pas journaliste à rester à la rédaction. Syrie, Vietnam, Iran, Colvésie, Palestine, il sera un témoin privilégié de l'actualité internationale. Moi, je suis parti sur la marche verte désigné par Philippe Gildas et Étienne Goujotte. Et Alexandre Fronty est parti, lui, en Espagne, sur l'agonie de Franco. Voilà, et on a couvert chacun d'un côté un peu l'actualité espagno-marocaine ou maroco-espagnole. Voilà 30 ans, France Télévisions n'existait pas encore. L'ORTF, l'ancêtre audiovisuel du service public français, venait à peine de rendre l'âme et de laisser place à 3 chaînes de télévision. Daniel Bilalian a vécu cette période de transition du paysage audiovisuel français. Aujourd'hui, directeur de la rédaction sport à France Télévisions, il a décroché les insignes de grand reporter au service politique étrangère d'Antenne 2 avant de devenir une des icônes du journal télévisé. Le plus important dans le voyage que le président de la République française vient d'entreprendre en Inde, où il est arrivé ce matin, le coup d'état des colonels en Grèce, la visite d'Anwar Sadat à Tel Aviv et la marche verte ont été des tremplins professionnels pour lui. Je faisais partie du service de politique étrangère, donc j'étais envoyé là comme j'aurais pu être envoyé ailleurs. Peut-être que j'ai manifesté un intérêt pour cette information et qu'on a décidé de m'y envoyer. Ce qui me semblait très intéressant dans cette affaire, c'était qu'il y avait quelque chose de biblique dans cette affaire-là. Il y avait quelque chose d'historique. Moi, j'ai toujours aimé les événements qui rentreraient dans les livres d'histoire. J'étais à Tel Aviv quand Sadat est arrivé en 1977, c'était un moment d'histoire. Et ça, c'est à la marche verte, c'est un moment d'histoire.
Contrairement à ses collègues de radio et de télévision, le photographe Bruno Barbet, en fils du pays, s'est rendu lui au Maroc dès la mi-octobre. L'histoire, il en a vu les préparatifs. Il a assisté aux arrivées des trains à Marrakech. Marrakech plaque tournante, Marrakech, première étape de cette mosaïque marocaine en marche. Marche verte révélait la très riche variété du Maroc et des gens, et de leurs coutumes et de leurs traditions. Donc on voyait effectivement les gens du monde rural ou des montagnes ou des berbères du Moyen Atlas. C'était intéressant effectivement de voir ces couches de la société très différentes, d'origines différentes. Il sera l'un des rares à s'intéresser à la participation des femmes, à capter ses regards, ses expressions qui traversent le temps. Il sera l'un des rares aussi à immortaliser cette jeunesse, cette espèce de ferveur que même les mots aujourd'hui encore n'arrivent pas toujours à décrire. C'était quelque chose d'impressionnant et vous vous rendez compte, une foule aussi considérable en plein désert, c'est déjà en soi une prouesse d'être arrivé à réunir, à faire venir, pour certains, ceux qui venaient de Tanger ou de, je ne sais même pas, d'Oujda, ou de, je ne sais pas quelle est la distance, mais il doit y avoir 1500 km. Déjà, sur le plan de la logistique, d'être arrivé à réunir tous ces gens, les faire descendre en camion, les nourrir, etc., c'était déjà en soi une chose extraordinaire. 300 000 individus, bon, ça ne se fait pas comme ça. C'est grandiose parce que c'est complètement irréel dans cette nature poussiéreuse, rocailleuse, épineuse. C'est effrayant parce que rien ne semble pouvoir arrêter cette armée humaine dont la seule défense est de n'avoir pas d'armes. Certains sont partis pour cette croisade depuis 18 jours et malgré cela, ils ont une force physique étonnante. Il faut presque courir pour les suivre. Comme au premier jour, ils se disent prêts à mourir pour récupérer leur terre, à mourir pour leur souverain. La lourde silhouette des blindés espagnols disposés en bon ordre sur les hauteurs toutes proches ne les impressionne pas. Je considère que ce n'était pas du tout des figurants, c'est qu'ils étaient vraiment, je crois que je dis dans ce papier, c'est qu'ils étaient convaincus, c'était vraiment une conquête qu'ils faisaient, quoi. Ils étaient l'armée, les fantassins de cette conquête. Et je crois qu'ils étaient intimement convaincus. Alors, est-ce que cette conviction venait d'une propagande forcenée? C'est possible, mais il y avait une réelle mobilisation et une réelle persuasion de chaque individu qu'il était personnellement porteur de la mission de libérer le Sahara espagnol. Le roi a lancé la marche avec cette recommandation. La plupart des gens qui étaient là étaient sûrement des gens qui étaient des gens de conditions assez modestes. Et pour eux, c'était aussi le sentiment de participer à un événement historique. Après tout, ça peut aussi remplir une vie. Ça remplit en tout cas une vie de souvenirs qu'on va raconter à ses enfants. Et puis, on aura au moins fait quelque chose dans la vie. Vous savez, il y a un auteur, son nom m'échappe, qui dit il y a une chose redoutable, c'est des milliers de gens pour qui la vie n'a rien prévu. C'est vrai qu'on croise tous les gens, des gens, on se dit, tiens, pour lui, la vie, pour elle, la vie n'a rien prévu. Ben, ces gens-là, après tout, peut-être que la vie n'avait rien prévu pour eux, peut-être qu'ils n'ont rien fait avant, qu'ils n'ont rien fait après, mais ils ont participé à quelque chose, ils ont fait quelque chose de leur vie. Par vagues successives et de tous les continents, des centaines de journalistes sont venus couvrir une actualité inédite. Habitués aux guerres de décolonisation, ils découvrent la marche pacifique d'un peuple pour l'intégrité de son territoire. Mais sur le terrain, chacun son pari. Celui des journalistes, transmettre coûte que coûte cette actualité à leur rédaction. On était forcément par médias qui avaient les mêmes horaires, donc par définition les radios, parce que depuis la frontière jusqu'à... il fallait remonter à Tarfaya pour émettre, pour trouver le premier téléphone
qui permettait d'envoyer nos papiers. On ne s'en rend pas bien compte aujourd'hui où d'un téléphone portable, je peux vous téléphoner du milieu du Sahara. Il faut se replonger dans les années 75, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous étiez embarqué au-delà de Tantan ou de Tarfaya, les communications téléphoniques, c'était le fameux téléphone arabe, hein, si je puis dire, si vous me passez l'expression. Donc on n'arrêtait pas dans la journée. À la radio, on fait des papiers le matin, on fait des papiers à 13h, on fait des papiers à 20h et on fait des papiers à minuit. Donc ça supposait des allers-retours incessants entre Tarfaya, le téléphone, parce que sans téléphone, pas de radio, et la tête des colonnes de camions qui montaient vers El Ayoun. L'accès n'était pas facile dans la mesure où il n'y avait qu'une seule route, en fait, où on ne pouvait pratiquement pas doubler des colonnes de véhicules, et que pour les photographes, il fallait régulièrement remonter de Tantan jusqu'à Agadir pour envoyer déjà, parce qu'il y avait une demande de la presse internationale. On ne pouvait pas se contenter d'être sur place et de rester là, il fallait également expédier les films, les photographies. Et donc j'ai comme ça fait 2 ou 3 allers-retours sur cette route et c'était assez périlleux. Il y avait une énorme circulation et il y avait surtout des véhicules descendants et des véhicules montants. Et le journaliste de RMC qui était arrivé quelques heures avant nous avait proposé de conduire la voiture pour descendre vers la frontière. Et comme il ne connaissait pas bien la route et qu'il faisait nuit, il roulait très vite et on a eu un accident. Et voilà le résultat de l'accident. Donc Abbas, le photographe, moi-même d'Europe 1, mon confrère qui roulait beaucoup trop vite, parce qu'il était tout excité à l'idée d'arriver vite, a découvert, et moi aussi, au tout dernier moment, qu'il y avait un camion qui était arrêté. Et moi j'ai hurlé « Attention, attention !» J'ai coupé le tuyau de ma pipe avec mes dents tellement j'ai gueulé. Et on s'est retrouvé avec le moteur entre le conducteur et moi. Et Abbas, lui, s'est ouvert le nez sur la ferrure de la ceinture de sécurité à l'arrière. Pour les journalistes de télévision, la difficulté était tout autre. Les transmissions par satellite n'existaient pas encore et pour acheminer les pellicules qui devaient alimenter les journaux télévisés, cela relevait souvent de la baraka. J'avais filmé et je trouvais personne pour véhiculer mes pellicules. Un jour, un pilote d'hélicoptère de l'armée marocaine s'est posé là pour poser une personnalité, un militaire, je ne sais pas. Et j'ai dit, plutôt que toutes ces boîtes de pellicules soient gâchées, je vais lui donner en lui disant, écoutez, je lui ai dit, monsieur, si vous pouvez les faire porter quelque part, de toute façon. Il a fait un truc, il est parti à Rabat, il a filé ça à un pilote d'avion de la RAM, qui l'a amené à Paris, rue Cognac-Jet. Et le soir même, on l'avait, parce qu'on m'a appelé après, on m'a dit « Fantastique, t'as été le premier à nous ». J'ai dit « Attends, j'ai donné ça à nobody dans le désert ». L'inconnu au milieu du désert permettra aux téléspectateurs français distants de 3000 km de découvrir le reportage de Daniel Bilalian, quasiment en temps réel. Un reportage de guerre ou de paix, unanime, nos 3 reporters se souviennent d'une marche pacifique, même si les rumeurs, elles, étaient parfois guerrières. La marche s'est arrêtée une première fois devant les petits bâtiments à coupole blanche du poste frontière espagnol abandonné. On a vu alors des marcheurs s'agenouiller dans le sable et prier devant les barbelés. 5 km plus loin, nouvelle pause et nouvelle prière. Et c'est enfin à 8 km, alors qu'on commençait à apercevoir au loin, dans la poussière, les blindés de la ligne de défense espagnole, que la première étape a pris fin. Le roi Hassan II courra-t-il le risque d'envoyer demain ces marcheurs armés du Coran en direction des fusils espagnols? Ce serait un nouveau coup de poker. J'ai moi-même parcouru 2 ou 3 kilomètres sur ce chemin avant de tomber sur des pancartes où l'on peut lire ces 2 mots, Peligro Minas, attention aux mines. C'est toujours l'impression que j'ai eue, moi, dans cette affaire, qu'il n'y avait strictement aucun danger, à la limite que tout était bordé, cadré, négocié avant le départ de la marche. Et que il y aurait pu y avoir des petits dérapages, des incidents, mais que ça dégénère en conflit, j'ai pas pensé une seconde, mais pas une seconde. L'armée n'était pas présente, du moins on la voyait pas, donc il n'y avait que des civils non armés.
Les Espagnols avaient fait courir le bruit qu'il y avait des champs de mines. C'était pas très rassurant. Et je crois qu'en fin de compte, il n'y en avait pas. Enfin, il n'y a pas eu, à ma connaissance, à cette époque-là, de victimes de mines. La rumeur, c'est vrai, la rumeur c'était d'abord le Front Polisario, des attaques éventuelles, des escarmouches. Deuxièmement, déjà à l'époque, deuxièmement les Espagnols qui n'accepteraient pas donc et qui feraient au moins un tir de sommation, un tir de barrage. Et puis bien entendu, toujours les inquiétudes quand une foule aussi grande est rassemblée quelque part. Ni escarmouche, ni tir de sommation et encore moins de débordement. Le seul danger que couraient alors les journalistes était, comme sur tous les terrains, de ne pas rapporter une information juste. En revanche, la rumeur selon laquelle 5000 singes auraient été dressés pour traverser les champs de mines avant les marcheurs, cette rumeur a fait sourire toutes les autorités auxquelles j'ai posé la question. C'est typiquement le genre de rumeur dont les journalistes font leur chou gras. Mais bon, il ne faut pas raconter de bêtises, quoi, parce qu'on est quand même dans une affaire sérieuse et on n'a pas le droit, on s'adresse à des millions de gens et on n'a pas le droit de raconter n'importe quoi. Nos 3 journalistes ont eu à approcher, photographier ou interviewer l'homme qui a pensé et donné une réalité à cette marche. L'homme qui, en quelques mots, a su mobiliser une nation. Ce nationalisme unanime, c'est-à-dire de la droite jusqu'à l'extrême gauche, tout le monde a été derrière Hassan II sur cette affaire du Sahara. Et ça, c'était un coup de génie. Donc c'était certainement très habile. Mais malheureusement, ensuite, bon, l'histoire a voulu qu'il y ait une Algérie qui se mêle de tout ça. J'ai constaté qu'il y avait encore des peuples qui étaient capables de se mobiliser pour défendre leurs terres et reconquérir leur territoire. Bon, c'est peut-être ça qui avait de plus frappant et que c'était vraisemblablement la conquête ou la reconquête la plus légitime de tous les conflits qui ont suivi, par rapport à tous les conflits qui ont suivi, où on a des conflits qui n'ont pas forcément des motivations aussi nobles. Un mot peut devenir une réalité sur leur terrain et marquer la vie d'un peuple. Comment un mot peut changer la vie d'un peuple? C'est Churchill disant aux Allemands, vous ne débarquerez pas ici, je vous promets du sang et de la sueur. Et le peuple est mobilisé. Et le peuple est mobilisé derrière. Voilà ce que j'ai rapporté. Voilà. Il y a un homme, parce qu'après tout, le roi du Maroc n'est qu'un homme. Et il dit ça, et ça devient réalité. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez apprécié son contenu, préparé avec soin par nos équipes. Zineb Alaoui, Basma Oudan à la production, Abdelrahman Hamimou et Issa Mansouri au montage, et Abdeltif Talbi à la réalisation. Vous pouvez revoir les reportages sur www.2m.ma ou sur l'application mobile My2M. Je vous remercie pour votre fidélité et vous souhaite une bonne fin de soirée sur 2M.